Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le travail d'une force, le théorème de l'énergie cinétique et on va revoir tout ce qui est énergie mécanique, cinétique, potentiel de pesanteur et se placer dans le cas d'une chute libre. Et dans ce cas-là, on va pouvoir calculer des vitesses, par exemple à un point d'impact, quand la variation d'énergie mécanique est nulle, donc quand on n'a pas de force de frottement, de force non conservative. Donc c'est parti, petit 1, on revoit ce que c'est que le travail d'une force. Donc, le travail d'une force qu'on note W pour work, donc travail en anglais, va se calculer le long d'un trajet AB. Donc là, je vous ai fait un schéma. On considère la distance parcourue AB et on va avoir une force qui va s'appliquer sur le système. Donc en fait, le système, ce serait le point qu'on a là, réalisé encore avec du rose. Et ben non, ce ne sera pas du rose, ça sera du noir. Donc du coup, mon système, ça serait mon point. Il va se déplacer du point A à un point B, et lors de ce déplacement, il est soumis à une force F. Évidemment, il y en a d'autres, mais là, on regarde que la force F. Eh bien, si je calcule le travail de la force F pendant le trajet à B, il va falloir que je fasse F scalaire à B. Alors ça, c'est juste pour la notation et la définition. En réalité, nous, on se sert directement de la deuxième ligne. Donc ça va être égal à la valeur de la force F, sa norme, fois la valeur, la norme du vecteur AB, en gros, en fait, sa longueur, hein, fois le cosinus qui existe, alors cosinus en degrés, hein, entre F et AB. Donc F va comme ça, le vecteur AB irait comme ça, donc au final, c'est l'angle alpha qu'on a ici. Donc ça, là, j'aurais pu marquer que c'est alpha. Un travail, il peut être moteur ou résistant. Il va être moteur si la force appliquée aide à aller dans le sens du déplacement. Donc par exemple, ici, si je veux aller de A vers B, cette force-là qui me pousse vers la droite semble aider le mouvement à se faire. Dans ce cas-là, le travail sera dit moteur. Donc le travail, il peut être moteur. Et dans ce cas-là, le travail, donc juste noter le travail de la force, lors du trajet AB, je le remets bien, il sera positif. Donc si à la fin d'un calcul, vous avez un travail qui est positif, alors on pourra marquer en commentaire que le travail est moteur. La force aide à faire le mouvement désiré. Ça serait chouette que vous le mettiez sans qu'on ait besoin de vous demander, commenter le résultat, etc. Ça fait pas mal de le mettre. A contrario, si ma force, elle allait dans l'autre sens, là, elle empêcherait le mouvement de se faire parce que le truc, il tirerait vers la gauche. Dans ce cas-là, on dit que le travail, il est résistant. Donc le travail est résistant si la valeur trouvée pour le travail, donc quand vous faites le calcul ici, hein, est négatif. J'ai pas mis les unités. Ici, c'est en newton. Ici, c'est en mètres. Bon, donc l'angle en degrés. Et donc voici pour le travail qui, lui, va s'exprimer en joules comme une énergie. Je vous ai mis un petit tableau où on a représenté les cas typiques qu'on peut avoir avec l'angle alpha. Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire. On a le vecteur AB qui est comme ça, et la force F qui est comme ça, et l'angle alpha va être compris entre 0 et 90 degrés. Dans ce cas-là, en fait, on aura un travail positif, il va être moteur. A contrario, là, ce que j'avais essayé de vous faire avec les mains, si votre force fait que l'angle dépasse 90 degrés, d'accord, eh bien, on va avoir un travail qui va être négatif, donc résistant. Et dans le cas particulier où la force est perpendiculaire à la direction, donc ça c'est AB, ça c'est la force, eh bien, on aura un travail qui sera nul. On dit que la force ne travaille pas. Okay, travail nul, la force ne travaille pas. Juste par rapport aux angles, je vous ai remis le cercle triangle. Alors, c'est peut-être pas exactement comme ça que vous le représentez en maths. Mais du coup, si l'angle ici est compris entre 0 et un peu moins de 90, hein, vous voyez que le cosinus est compris entre 0 et 1, alors que si l'angle dépasse 90, on va tomber dans les négatifs. D'où un travail négatif à la fin. Si on considère le poids, on va pouvoir démontrer une autre formule. Donc là, je ne vous refais pas la démonstration, je vous donne juste ce qu'on va avoir comme formule en plus. Donc pour toute force, on va avoir la force fois le déplacement AB fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Et dans le cas du poids, quand vous avez un changement d'altitude, vous savez que l'axe là des Y en maths, c'est notre altitude Z en physique-chimie, eh bien quand on a un changement d'altitude, je peux avoir une autre formule
On va considérer ici un système soumis à son poids et qui va chuter du point A au point B, ce qui fait qu'on va changer d'une altitude h. Donc en fait, ZA moins ZB serait égal à h. Je vous ai remis le champ de pesanteur ici. Et bien dans ce cas-là, on est d'accord que c'est comme quand tu es au ski, ton poids t'aide à descendre. Ok? Donc en descente, le poids va être moteur, ça aide. Dans ce cas-là, le travail du poids le long du trajet AB sera égal à la masse du système fois G, donc l'intensité de la pesanteur, le 9,80 Newton par kilogramme en moyenne, en France en tout cas, fois H, et tout ça c'est positif, c'est moteur en descente. A contrario, si on essaie de remonter le schmilblick là, eh bien le poids va nous tirer vers le bas, ça ne va pas aider à faire le mouvement. Dans ce cas-là, la formule que l'on pourra utiliser, si évidemment on connaît H, ça sera moins la masse du système fois G fois H. Et là, je vous ai remis que c'était négatif. Donc, en montée, le travail est résistant. Donc voilà pour le poids. Ça peut être utile, au lieu de s'embêter entre guillemets avec les cosinus, bien là, ça vous facilite le travail, c'est le cas de le dire. On se fait un petit exercice d'application. Alors ici, j'ai une surface sur laquelle est posée, par exemple, une valise de 20 kg qu'on va tirer. Donc, elle ne roule pas, d'accord, on tire le truc. Et en fait, on va tirer avec cette espèce de lanière-là. Donc là, vous imaginez, vous avez la main d'un bonhomme qui tire la valise. Ça fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale. Donc, masse de la valise, 1 kg. On vous donne l'intensité de la pesanteur, 9,81. Et on vous rappelle ici que l'angle vaut 30 degrés. Et je souhaiterais, dans un premier temps, faire un bilan des forces qui s'applique au système valise. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, vous vous souvenez, supposé galiléen, ça veut dire qu'on peut appliquer les lois de Newton. Le référentiel terrestre est supposé suffisamment galiléen pour un temps court d'expérience, comme ce sera toujours le cas au lycée. Donc, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système? On est sur Terre, donc j'ai forcément le poids. Alors, je mets quand même que le système, c'est la valise, et que le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Toujours à marquer quand vous faites une étude avec des forces. Ensuite, donc comme je dis, on est dans le référentiel terrestre, je suis sur Terre, donc j'aurai toujours le poids. Le poids, il s'applique au centre de gravité du système. Il est vertical, dirigé vers le bas, de norme P égale M fois G. Donc là, je me mets au centre de gravité. Hop, je fais une flèche verticale dirigée vers le bas, c'est le poids. Comme ma valise ne défonce pas le sol, c'est que le sol retient la valise, donc on va avoir la réaction du support. D'accord? La réaction du support, on a vu elle a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Donc, la surface de contact, elle est là, ça s'applique au milieu de la au milieu de la surface de contact, donc là. Hop. Et alors, pour mon étude, je vais simplifier. On sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a des frottements avec le solide, je sais. Pour mon étude, je vais négliger la réaction tangentielle. On ne sait jamais, vous êtes sur de la glace et boum, ça roule. Donc, mon R ne serait égal qu'au Rn. On est d'accord que normalement, ici, on aurait un RT qui s'oppose au déplacement. Voilà, c'était juste pour vous simplifier l'étude. Ensuite, votre système, il est tiré. Ça ressemble à une tension du fil. De toute façon, je vous ai imité, donc comme ça a été fait. Donc, le point d'application, c'est le point de contact entre le système et le fil. Même si c'est le fil, c'est une lanière. Alors, les normes, on ne les fait pas à l'échelle, là. On ne s'est pas demandé, donc je les fais un petit peu à la one again. Voilà. Donc, on a nos trois forces. Ces trois forces, on va les calculer maintenant leur travail. Donc, dans un premier temps, la question serait été faire un bilan des forces qui s'appliquent sur le système valise dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Deuxième question, exprimer puis calculer le travail de chacune de ces forces. J'efface ça. Au passage, je vous ai rajouté la valeur de la distance AB. Je pensais l'avoir mis, mais j'ai oublié. Donc, on va dire qu'on traîne la valise sur 5 mètres. Alors, j'ai d'abord commencé par le travail de la réaction du support.
Donc, le travail de la réaction du support le long du trajet AB, ça est égal à R scalaire AB. Donc, c'est la norme de R fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre AB et R. Et ça, c'est perpendiculaire. Donc, c'est 90 dans votre cercle trigo. Cosinus 90, ça vaut 0. Donc, au final, on trouve 0. On dit que la force R ne travaille pas. Pour le poids, c'est pareil. Le travail du poids le long du trajet AB, c'est égal à P scalaire AB. Donc, c'est la valeur du poids, sa norme, fois la valeur de AB, fois le cosinus de l'angle qu'il y a. Et en fait, entre AB et P, c'est pareil, c'est perpendiculaire. Donc, le cosinus vaut 0. Le poids ne travaille pas, hein, son travail est nul. Et enfin, pour ici la tension du fil, donc le travail de la tension du fil le long du trajet AB, c'est égal à T scalaire AB, donc c'est la valeur de T fois la valeur de AB fois le cosinus de l'angle qui existe entre les deux qu'on avait appelé alpha ici, qui vaut 30 degrés, qu'on met en degrés, d'accord? Donc si votre calculatrice est en radian, parce que généralement en spé maths on la laisse en radian, pensez à la mettre en degrés. T, dans l'énoncé, on disait que ça valait 20 newtons. AB, donc j'ai mis que c'était 5,0 mètres. Vous ne me zigouillez pas le 0, les chiffres significatifs. Si j'ai mis 0, c'est qu'on en est sûr, c'est précis, à la virgule près. Fois le cosinus 30 degrés, et ça, la calculatrice. Moi, bon, je vais effacer. En gros, j'avais 86,6 et des bananes. Au niveau des chiffres significatifs, là j'en ai deux. C'est pour ça que j'ai arrondi à deux chiffres significatifs. Comme j'avais 86,6, et que je dois en couper qu'à 2, comme c'est supérieur ou égal à 5, j'ai arrondi à 87. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais pu mettre comme petit commentaire? Donc ici, j'aurais pu mettre que la réaction du support ne travaille pas, que le poids ne travaille pas, et là, comme c'est supérieur à 0, j'aurais pu mettre que la tension du fil, que le travail de la tension du fil est moteur. Travail moteur. On va maintenant passer au théorème de l'énergie cinétique. Le travail de chacune des forces appliquées à un système est relié à la variation de l'énergie cinétique. Parce que vous vous souvenez, mais l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse du système. EC, l'énergie cinétique, c'est 1,5 fois la masse fois la vitesse instantanée au carré. Et en fait, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir par exemple à calculer une vitesse que l'on ne connaît pas. Donc par exemple, je chute d'un point A à un point B. Je pars sans vitesse initiale. Là je fais mine de lâcher un truc, hein. Donc je pars sans vitesse initiale et au point de chute, je souhaiterais la picoseconde avant que ça se croûte et qu'on est d'accord que la vitesse là va être nulle, mais juste avant de calculer la vitesse au point d'impact. Donc je vous efface ça et on s'y met. L'énergie cinétique, ça se note EC, et le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre un point A et un point B, c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système, donc toutes les forces extérieures appliquées au système, le long du trajet AB. Donc F, c'est vraiment toutes les forces, c'est pas juste une force qui s'appellerait F, parce que j'ai souvent cette faute-là dans les copies. Delta, ça veut dire la fin moins le début. Donc si je pars d'un point A vers un point B, eh bien, je peux écrire le delta comme étant égal à EC au point B moins EC au point A. Donc ça, c'est égal à delta EC. Et l'énergie cinétique, c'est quoi également? Donc EC, c'est 1,5 de la masse du système fois sa vitesse instantanée au carré. Ces deux formules sont à connaître. On va prendre l'exemple d'une chute libre. D'accord? Donc, c'est quoi une chute libre, en fait? Eh bien, c'est une chute dans laquelle le système n'est soumis qu'à son poids, ce qui veut dire qu'en fait, les forces de frottement sont négligées. Alors, c'est parti. K, une chute libre. Donc, chute libre, système soumis qu'à son poids. Encore une fois, pas de force de frottement, du coup, s'il n'y a que le poids. Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre un point A et un point B, donc qui vont être à différentes altitudes. Là, c'est le point A, là, c'est le point B. Je
vous ai fait le schéma de la situation. Donc là, par exemple, c'est une boule, une bille que je laisse tomber d'une certaine altitude ZA qui va chuter au niveau du sol en ZB. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, ZB vaudra 0. On fera une application à la fin. Alors, si la question, c'est de calculer la vitesse au point de chute. Donc, je veux VB, sachant que j'ai lâché ma baballe ici, sans vitesse initiale. Je ne l'ai pas jetée. D'après le théorème de l'énergie cinétique. On peut écrire que la variation d'énergie cinétique entre les points A et le point B, c'est égal à EC au point B moins EC au point A. La fin moins le début. Il se croûte ici, la fin c'est ici, c'est au point B. Ça, c'est égal à la somme des travaux le long du trajet AB, de toutes les forces qui s'appliquent sur le système. Dès que j'entends parler de force, je fais quoi? Je définis le système. Le système, c'est la baballe, étudiée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc là, je ne marque pas trop la place, mais vous marqueriez système référentiel. Comme je suis dans une chute libre, que je n'ai que le poids, tiens, je vais marquer le poids. Eh bien, le seul travail que l'on ait, c'est le travail du poids. Oups, qu'est-ce que je marque? Oui. Hein, donc ça, en fait, ça se résume au travail du poids. Le travail du poids, qu'est-ce que c'est? Donc, soit en fait, c'est P, comment ça s'appelle? P fois B fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux, soit c'est la formule qu'on avait vue, c'était M fois G fois H, ce qui revient au même. Hein. Mais là, comme la hauteur de chute, elle est ici, c'est peut-être plus simple d'utiliser la deuxième formule. Hein, comme vous voulez. Mais du coup, on aurait directement H qui serait égal à ZA moins ZB. Alors, EC, c'est 1/2 de la masse fois VB au carré. ECA, c'est 1/2 de la masse du système, hein, quand j'ai la masse, fois VA au carré, est égal au travail du poids, donc M fois G, et je vais directement mettre fois H, d'accord? Fois la différence, fois ZA moins ZB. Généralement, dans ces problèmes-là, on ne va pas vous mettre la masse du truc qui tombe, parce que là, vous voyez que ça s'enlève. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais de chaque côté, j'ai la masse, là, là et là. Donc, si je mets la masse en facteur, donc M, facteur de 1/2 de VB au carré moins 1/2 de VA carré, je pourrais l'enlever avec celui-ci. Donc, je disais qu'on vous le met fort peu souvent, parce que de toute façon, la masse va se simplifier dans l'expression. Il vient donc que 1/2 de... Oh, 1/2 de VB au carré moins 1/2 de VA au carré est égal à G fois H. À ce niveau-là, vous regardez si on ne peut pas faire des simplifications. Les simplifications, c'est la vitesse initiale qui peut être nulle, c'est le point de chute qui peut être nul éventuellement. Bon, là, c'est le cas, ZB était nul. Hein. VB, c'est ce qu'on veut, on ne va pas le jarter. VA, par contre, il valait 0. Donc, tout ce terme-là, il est nul. Ce qui fait que 1/2 de VB au carré est égal à G fois H. Ce qui m'intéresse, c'est VB, je vais l'isoler. Le 1/2 de l'autre côté va devenir un fois 2 et le carré va devenir une racine carrée. Je vais zigouiller ça, je vais le mettre en haut. Donc VB est égal à 2 fois G fois H. Encore une fois, c'est le 2 qui est là que je remets de l'autre côté. Et le carré, je le mets en racine carrée. Voilà. Donc, dans le cas d'une chute libre, sans vitesse initiale, la vitesse du point de chute, donc encore une fois, juste avant l'impact, quand ça va être au niveau du sol, on est d'accord que ça va s'arrêter, mais juste avant que ça s'arrête, eh bien, la vitesse est donnée par la relation 2 fois l'intensité de la pesanteur, donc le 9,80 en France, en moyenne, hein, fois la hauteur de la chute, qui est ZA moins ZB. Évidemment, la vitesse ici, elle est positive et elle s'exprime en mètres par seconde,
G en newton par kilogramme et H en mètres. Donc, c'est une application la plus classique du théorème de l'énergie cinétique. Je vais vous faire un autre exemple, un exercice, mais là où on n'a pas de variation d'altitude. J'ai repris, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'exemple précédent, où tu as la valise que l'on traîne avec une sangle qui faisait un angle de 30 degrés. On avait vu la tension du fil, tout ça. Donc, je vous renvoie, pour ceux qui n'auraient pas regardé depuis le début, à l'exemple qu'on avait fait pour placer les forces et calculer le travail des forces. On avait vu que le poids ne travaillait pas, que la réaction du support ne travaillait pas, qu'on avait fait l'approximation grossière qu'il n'y a pas de force de frottement solide, donc que la réaction tangentielle était négligeable. Et en gros, la seule force qui travaillait, c'était la tension du fil T. Dans ce cas-là, nous aimerions calculer la vitesse au point B, sachant que la vitesse au point A serait nulle. Je vous ai remis les données. Donc la distance AB parcourue vaut 5,0 mètres, T, sa norme, vaut 20 newtons, l'angle alpha entre T et l'horizontale fait 30 degrés, l'intensité de la pesanteur 9,80 newtons par kilogramme et la masse de la valise 20 kg. Donc c'est parti. Là, on aurait déjà défini le système et le référentiel terrestre supposé galiléen, parce qu'on a déjà placé les forces. Donc ce serait la suite logique de notre exercice. D'après le théorème de l'énergie cinétique, entre les points A et le point B, delta EC est égal à la somme des travaux le long du trajet AB de toutes les forces extérieures qui s'appliquent au système. Les forces extérieures qui s'appliquent au système, on a vu que c'était R, que c'était P, que c'était T. Donc j'aurais pu marquer que c'était le travail du poids le long du trajet AB, plus le travail de R le long du trajet AB, et le travail de F, pourquoi j'ai marqué F, hein, de T le long du trajet AB. Or, nous avions vu que celle-ci et celle-ci étaient nulles, ce qui fait que delta EC est égal juste au travail de la tension du fil. Delta EC, delta c'est la fin moins le début, la fin c'est le point B, le début c'est le point A. Je peux l'écrire ECB moins ECA est égal au travail de la tension. Le travail de la tension, on a vu que c'était la valeur de T fois la valeur du déplacement fois le cosinus de l'angle alpha. J'ai remonté cette expression-là pour continuer. Je vais aller remplacer l'énergie cinétique par son expression. Ici, 1/2 de la masse fois la vitesse en B au carré. Ici, 1/2 de la masse fois la vitesse en A au carré, égale à T fois B fois le cosinus alpha. Donc tout ce terme-là, ce qu'on avait calculé tout à l'heure, ça faisait 86,6 qu'on avait arrondi à 87. D'accord? Donc ça, on l'a déjà calculé. Je garde juste l'expression littérale. En A, on fait l'hypothèse que la valise n'avait pas encore bougé, elle n'avait pas de vitesse. Donc ici, tout ce terme-là est nul parce que là, ça vaut 0. 1/2 de mvb au carré est égal à t fois ab fois cosinus alpha. Je vais isoler vb. Donc le 1/2 passé de l'autre côté devient x2. La masse passée de l'autre côté devient divisé et le carré devient un racine carrée de l'autre côté. Donc je vais faire les trois étapes en une. 2 fois t fois ab fois cosinus de l'angle alpha divisé par m et 8 racines carrées de tout ça. On va faire l'application numérique. Donc ça me fait 2 fois 20 pour le t, fois 5 pour le ab, fois cosinus 30, encore une fois, pensez à mettre votre calculatrice en degrés et en radians, divisé par la masse qui faisait 20 kg. La masse, faites gaffe, ça doit être en kilogrammes, pas en grammes. Hein. On est en physique. En physique, c'est les gros trucs, en chimie, c'est les petits trucs pour s'en souvenir. Et en racine carrée, donc moi, à la calculatrice, ça me donne 2,9428 et tralala. Sauf que je dois arrondir à deux chiffres significatifs. Là, le 2, en fait, ne compte pas. C'est un coefficient, non de chiffres significatifs que des trucs qui ont une unité. Et donc, le 2, il venait du 1/2 fois m fois v au carré. Donc, le 1/2, ça n'a pas d'unité. Bref, celui qui a le moins de chiffres significatifs, c'est lui, ou en fait, tout le monde en a 2. Donc, je vais arrondir à 2
2,9 au lieu d'avoir 2,9428, etc. L'unité, ce sont des mètres par seconde. Si on le voulait en kilomètres-heure, on vous demande des fois de faire ça, vous multipliez par 3,6. Donc si je multiplie par 3,6, j'obtiens 10,59 et des bananes. Sauf qu'il faut que j'arrondisse à deux chiffres significatifs, donc ça va me faire 11. On doit couper là. Le chiffre d'après est supérieur ou égal à 5, ben là il est égal. On arrondit au supérieur. Ici, je mets 11. Et généralement, en fait, on arrive plus à avoir un ordre d'idée d'une vitesse en km/h de par la voiture ou scooter ou ce que vous avez. Donc 11 km/h, c'est plus parlant, même si, en fait, dans vos formules, on a des vitesses en mètres par seconde. Donc là, une suite de questions classiques que vous auriez, c'est ah, mais en vrai, ça ne va pas à 11 km/h, mais ça va à 7 km/h. Expliquez. À cette question-là, c'est tout le temps le on n'aurait pas dû négliger les frottements. Okay, donc là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on fait l'approximation grossière de penser qu'il n'y a pas de frottement solide entre du coup le sol et votre valise. On n'avait pas de RT, on n'avait pas de force de frottement F, mais en réalité, forcément qu'on en a. Et donc en réalité, bah, tu vas aller moins vite que ce que ça aurait été si ça glissait tout seul. D'accord? Donc pensez à la dernière question. Bah, en vrai, on ne trouve pas cette valeur-là de vitesse. Comment tu l'expliques? Tu l'expliques parce qu'on n'aurait pas dû négliger les frottements. Donc ça, c'était pour le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, on va passer à l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, ça va être la somme de l'énergie cinétique et d'une énergie potentielle. Moi, je vais juste prendre l'énergie potentielle de pesanteur, celle qui est due à l'altitude. Mais en fait, on peut avoir d'autres types d'énergie potentielle, comme l'énergie potentielle élastique. Mais ça sera de la terminale, voire du supérieur. Donc je vous ai remis la formule là, EM égale à EPP, énergie potentielle de pesanteur, plus EC, énergie cinétique, et tout ce beau monde, ça s'exprime en joules. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est égal à la masse du système, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois Z, l'altitude. Donc on considère un axe des altitudes vers le haut, et que l'intensité de la pesanteur, G, va vers le bas. D'accord? EC, on vient de le voir, c'est 1,5 fois la masse de la vitesse instantanée au carré, ce qui fait que quand je combine tout ce beau monde, eh bien j'arrive au fait que l'énergie mécanique, ce soit la somme de M fois G fois Z, donc ça c'est EPP, plus 1,5 de M fois V au carré, ça c'est EC. On va voir des courbes de comment évolue l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle en fonction du temps et en fonction effectivement du cas que l'on prend, si on a des frottements ou pas des frottements. Alors on va regarder un premier cas de figure, je lâche un système, donc par exemple mon stylo là, je lâche d'une certaine hauteur sans vitesse initiale. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il a une certaine hauteur, de base, il a une certaine énergie potentielle de pesanteur. Parce que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est M fois G fois H. Donc par rapport au niveau du sol, mon stylo avait une certaine altitude. Donc, quand on regarde le schéma des énergies par rapport au temps, à t égale à 0, au moment où je vais lâcher le truc, l'énergie potentielle, alors là j'aurais pu rajouter de pesanteur, donc E, PP, a une certaine valeur. Mais comme il n'y a pas de vitesse, l'énergie cinétique, là qui est en rouge, a une valeur nulle. Parce que V égale à 0, je lâche sans vitesse initiale. Au cours de la chute, on considère que c'est une chute libre. Donc il n'y a pas de frottement, il n'y aura pas de dissipation de l'énergie sous forme thermique, sous forme de chaleur. Dans ce cas-là, eh bien, l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire quoi que l'énergie mécanique se conserve? Ça veut dire que la valeur va rester constante au cours du temps. Vous voyez ici? L'énergie mécanique et la somme des deux se conservent. On peut regarder ce point-là. En fait, l'énergie mécanique, c'est la courbe rouge plus la courbe bleue. Là, on voit que c'est en gros à 50% de la valeur totale. Donc, quand je fais cette valeur-là plus la même valeur, j'obtiens bien EM. Au début, j'ai 0 plus EPP, j'obtiens EM. Donc, on voit également que les deux courbes bleues et rouges s'inversent. En gros, qu'est-ce qui se passe? L'énergie potentielle de pesanteur s'est transformée en énergie cinétique. C'est comme s'il y avait un passage d'une forme d'énergie vers une autre forme d'énergie, avec l'énergie mécanique qui se conserve. Donc, je vais vous marquer le mot EM, dans ce cas-là, se conserve. Ça veut dire que sa valeur, EM, est constante au cours du temps. Donc ça, encore une fois, vous le voyez, quand il n'y a pas de dissipation d'énergie sous forme thermique, sous forme de chaleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, ce qui est la plupart du temps les hypothèses que l'on prend
au lycée. Donc ça, c'est bon. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Non. Alors, dans ce cas-là, on pourra dire que, je vous introduire le terme, que la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc la variation, vous vous souvenez, c'est la fin moins le début. Donc entre une fin en un point B, ou un instant B, et un début en un point A, un instant A, et bien comme EM, ça a la même valeur, tu fais une valeur moins la même valeur, ça fait 0. D'accord? Et ça, en fait, on va s'en servir sous forme de théorème de l'énergie mécanique pour retrouver la même chose qu'avec le théorème de l'énergie cinétique. On fera l'étude de cas après. Là, je vous ai mis un exemple. Alors, les cours me seront faites rapidement. Un exemple où j'aurais des forces de frottement. Donc, je suis toujours dans le cas de ma chute, là, hop, mais il y a beaucoup de forces de frottement. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que l'énergie mécanique ne se conserve pas, elle décroît, d'accord? Elle n'est pas toute constante. Là, je vous l'ai fait visualiser par la droite en pointillé. Ça, c'est si elle était constante. Là, elle décroît. Et par contre, on a toujours que EPP et EC s'échangent l'une dans l'autre. Donc, en fait, l'énergie mécanique reste la somme des deux. Dans ce cas-là, quand vous voyez que l'énergie mécanique n'est pas constante, dans un sens ou dans un autre, donc là on a fait dans le sens où il y a des pertes par transfert thermique, mais on va voir un autre cas où l'énergie mécanique pourrait être supérieure à cette courbe-là, dans le cas d'une fusée par exemple, juste après. Bref, quand vous voyez que delta EM n'est pas égal à 0, ce que j'ai marqué ici, et bien dans ce cas, la variation d'énergie mécanique sera égale à la somme des travaux le long du trajet AB des forces non conservatives. Donc c'est typiquement le cas des forces de frottement. C'est un intérêt. En fait, si vous prenez deux temps, donc je ne sais pas moi, ce temps là et le temps t égale à 0, vous aurez une variation d'énergie mécanique. Donc en fait, le delta qu'il y a ici. Eh bien, ce delta d'énergie qu'on peut mesurer sur le graphique sera égal, s'il n'y a qu'une seule force de frottement, au travail de la force de frottement. Donc la valeur de la force de frottement fois la valeur du trajet AB fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Ce qui veut dire que si tu connais ton trajet AB, si tu connais l'angle, eh bien tu peux en déduire la valeur de la force de frottement. Et donc je vous renvoie en fait à la vidéo d'hier où je vous disais qu'il n'y avait pas de formule pour les forces de frottement. Eh bien ça peut être un moyen d'accéder à une valeur d'une force de frottement, de passer par le théorème de l'énergie mécanique dans le cas où l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc dans ce cas-là, c'est l'exemple où par exemple tu as une fusée qui décolle. Une fusée à la base, tiens, je reprends mon stylo, mon stylo est la fusée. À la base, la vitesse elle est nulle, donc l'énergie cinétique elle est nulle. L'altitude, comme c'est au niveau du zéro, elle est nulle aussi. Donc on se situe en ce point-là, EPP et EC sont nuls. Et EM, qui est la somme des deux également. Plus la fusée elle va monter, et plus sa vitesse va augmenter. Donc plus l'énergie cinétique va augmenter. Plus elle monte, c'est pareil, plus son altitude augmente, et plus son énergie potentielle de pesanteur augmente. Ce qui explique l'allure des courbes, que EC croît, que EPP, encore une fois j'ai rajouté le P qui manque, énergie potentielle de pesanteur croît, et comme EM c'est la somme des deux, c'est toujours le cas, eh bien c'est normal que EM augmente. Mais EM n'est pas constant, donc dans ce cas-là, on n'a pas que la variation de l'énergie mécanique est égale à 0, donc on pourra encore utiliser la formule ici, que la variation d'énergie mécanique, c'est égal à la somme des travaux le long du trajet AB des forces non conservatives. Voilà. On va faire un exemple. On va utiliser du coup la variation d'énergie mécanique qui est égale à 0 pour calculer une vitesse. Donc ça va vous rappeler ce qu'on a fait avec le théorème de l'énergie cinétique, mais là c'est le théorème de l'énergie mécanique. Pour l'application, donc pour l'exercice, j'ai pris le cas de mon fameux stylo que je vais laisser tomber à une altitude ZA que je pense être de 1,50 m et il va chuter jusqu'au sol en ZB, donc qui vaut 0. Vu que c'est le sol, ça va être la référence des altitudes. Je vais le lâcher sans vitesse initiale, d'accord? Donc je ne jette pas le stylo, je le laisse juste tomber. Je vais imaginer que la masse du stylo c'est 100 grammes. Donc voilà, VA égale à 0, ZB égale à 0. Je vous rappelle l'intensité de la pesanteur que vous n'avez pas à connaître, de toute façon 9,81 Newton par kilogramme. Et je pose que les frottements seront négligés, donc les frottements avec clair ce coup-ci. J'aurais très bien pu marquer que nous plaçons dans le cas d'une chute libre. Donc je vous rappelle qu'une chute libre, le système stylo n'est soumis qu'à son poids, ce qui veut dire évidemment qu'il n'y a pas de force de frottement. Et ce que j'aimerais bien, c'est calculer la vitesse de mon petit stylo arrivé au point B. Donc c'est la même question que ce qu'on avait eu avec le théorème de l'énergie cinétique, ce qui veut dire que vous auriez pu prendre l'une ou l'autre façon de faire. Alors, je commence en mettant que le système, c'est le stylo, étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et une fois que j'ai écrit ça,
que comme il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire qu'elle est constante. On n'aura pas de dissipation sous forme d'énergie de transfert thermique, de chaleur. EM reste constant sur le graphique précédent. Donc l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que sa variation, la fin moins le début, la fin c'est en B, le début c'est en A, est nulle. Ça veut dire que EM au point B moins EM au point A est égal à 0. Et on va les remplacer EM et A et EMB par leurs valeurs respectives, enfin leur expression plutôt. EM c'est ECB plus EPPB ici, et là on aura moins ECA moins EPPA. Donc voilà, j'ai remplacé, donc tout ce terme-là c'est EM, B, tout ce terme-là, c'est EMA, donc le moins, je l'ai réparti sur les deux. Or, EPP, c'est M fois G fois Z. Ici, comme c'est en B, c'est M fois G fois ZB. EC, c'est 1/2 de M fois VB au carré. EPPA, c'est M fois G fois ZA. ECA, c'est 1/2 de M fois VA au carré. Je remplace M, donc M, la masse du système, la masse du stylo, fois G fois ZB, plus EC, donc 1/2 de M fois VB au carré, moins MGZA, moins 1/2 de M fois VA au carré égale à 0. À ce moment-là, vous regardez si vous avez des termes qui sont nuls. Donc par exemple, ZB, c'était au niveau du sol, on vous disait que ça valait 0. Donc comme ZB, il est nul, tout ce terme-là, il est nul. La vitesse en A était nulle. Donc comme la vitesse en A ici est nulle, tout ce terme-là est nul. Il ne nous reste plus que ça. Je vais aller isoler VB, parce que c'est ce qu'on me demande de calculer. Donc ce terme-là, je le mets de l'autre côté. Le moins, ça devient un plus. J'ai 1/2 de MVB au carré est égal à MGZA. Ici, les masses peuvent se simplifier de chaque côté. Hop, je remonte ça pour avoir de la place. Et je continue à isoler tout ça. Le 1/2, si je le passe de l'autre côté, ça va devenir un fois 2. J'aurai donc VB au carré qui est égal à 2GZA. Et ensuite, le carré, si je passe de l'autre côté, ça va faire une racine carrée. Donc VB est égal à 2GZA racine carrée. Donc voilà, on peut calculer la vitesse au point B. Alors la formule, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle est similaire à celle qu'on a avec le théorème d'énergie cinétique, sauf que là on avait un H qui revient au même, parce qu'en fait le H ici, ce serait ZA moins ZB avec ZB qui vaut 0. Donc en fait on arrive exactement à la même chose. Pour le calcul, ça fait 2 fois 9,81 fois ZA 1,50 m, racine carrée, ce qui nous fait 5,42 mètres par seconde. Si je veux l'avoir en kilomètres par heure, je vais aller multiplier par 3,6 et j'obtiens 19,5 km par heure. Donc voilà qui clôture la révision sur les travaux des forces, le théorème de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique potentielle et cinétique. Je vous souhaite une bonne journée.